chiens et de la communication avec eux. Bonjour à tous. Je m'appelle Isabelle Vieira, donc je ne suis pas du tout formée au droit et à la politique puisque je suis vétérinaire comportementaliste et je vous parlais aujourd'hui au nom du collectif Le Chien Mon Ami, qui est un collectif qui est donc une association que nous avons formée et qui est pour nous un réseau et qui est d'abord un réseau de compétences autour de la science du comportement, de l'éthologie, qui est un cercle de réflexion et qui rassemble aujourd'hui beaucoup de professionnels du comportement canin, à la fois vétérinaires, éthologistes, enseignants-chercheurs, comportementalistes, éducateurs, éleveurs, etc. Donc notre mission n'est pas seulement de créer un annuaire des personnes qui, pour nous, sont à la fois bien formées en éthologie, mais aussi engagées dans l'éthique animale. Notre mission est à la fois scientifique, pédagogique et aussi politique. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui parmi vous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement du chien. Précédemment, avant moi, on vous a parlé des animaux de compagnie en général. Là, on va se concentrer sur une espèce qui est le chien. Car oui, le chien est une espèce à part. C'est une espèce qui, pour nous, est particulière, puisque par rapport aux autres animaux de compagnie, il ne suffit pas de le détenir. Les gens ont envie de vivre avec, de se déplacer avec, de partir en vacances avec. Bref, c'est un véritable compagnon de vie. Donc l'animal de compagnie, et le chien en particulier, est loin d'être une question marginale, loin d'être une question accessoire. C'est une question centrale. Et parallèlement au fait que c'est une question centrale, vu le nombre de chiens qu'il y a en France, même si on a une diminution d'environ 30% des nombres de chiens par rapport à il y a 30 ans, le chien a été, à tort sans doute, dans la protection animale, considéré comme une espèce dite un peu privilégiée, puisque bien nourri, promené, etc., et pouvait échapper à de la maltraitance au regard des animaux d'abattoir ou des espèces sauvages. Et donc je vais vous montrer qu'il n'en est rien. Donc voilà quelques chiffres, bien sûr, puisque en France, et il semblerait d'ailleurs que ce soit plus qu'un foyer sur 4, puisqu'on est pratiquement un foyer sur 3. C'est la première espèce domestiquée par l'homme, c'est l'espèce la plus anciennement et la plus intensément domestiquée, et surtout c'est la seule espèce aujourd'hui qui a un aussi haut niveau de cognition sociale avec l'homme, un aussi haut niveau de lien affectif, de compréhension, de synchronisation émotionnelle et cognitive. Aucune autre espèce aujourd'hui n'a ces capacités cognitives qu'a le chien. C'est pour ça que je voudrais qu'on y passe un petit moment. 12 000 ans nous rassemblent, ça fait 12 000 ans que le chien nous accompagne, sans jamais faillir à cette tâche. Partout où il y a des humains, il y a des chiens. Partout où il n'y a pas d'humains, il n'y a pas de chiens. Le chien est donc bien loin d'une espèce uniquement utilitaire ou juste pour les détenir, pour la compagnie. Au-delà de la problématique des animaux de compagnie, la problématique du chien est donc une problématique à part. Donc je vous passe quelques chiffres que vous connaissez certainement, qui vous ont été donnés. L'immense majorité, vous voyez, des Français jugent la cause animale importante et jugent que la protection et le bien-être des animaux de compagnie, et en particulier du chien, devraient être beaucoup plus prises en charge. Donc je passe rapidement sur ces chiffres qui montrent là encore que cette question n'est pas accessoire, qu'elle concerne un très grand nombre de foyers et qu'elle est aussi importante pour les possesseurs que les non-possesseurs. On va y revenir puisque le chien, c'est pas seulement un animal des familles, c'est aussi un animal dans l'espace public, qui prend évidemment une place dans l'espace public beaucoup plus importante par exemple que le chat qui va être relativement libre. Aujourd'hui malheureusement il y a une culture du chien qui se modifie depuis 20 ans. Dans les grandes villes, on a tendance à ne voir que des nuisances, et pour certains, le chien est réduit à crotte et morsure. En réalité, le chien a quand même une image positive pour les Français, puisque dans le récent baromètre de la centrale canine, comme vous le voyez, l'immense majorité des chiens les aiment, et c'est pas pour autant qu'ils les possèdent. Beaucoup de gens aimeraient en posséder, mais n'osent pas passer le cap, et parfois ils ont raison, puisqu'ils n'ont ni l'espace ni le temps, hein. Mais là encore, on voit bien que certains se privent.
Dans une grande partie des familles, et là aussi pour les non-possesseurs, pourquoi les gens aiment les chiens? Parce que, évidemment, on sait qu'on leur attribue de nombreuses qualités. Des qualités tout à fait particulières, qui sont loin d'être anthropomorphiques, puisque aujourd'hui, beaucoup d'études scientifiques montrent, je vous dis, à quel point le chien est capable d'empathie, de synchronisation, et donc d'un véritable langage commun avec nous. Donc je vous passe sur ces chiffres, là encore, vous voyez, plus de 90% des Français savent très bien que les chiens améliorent leur vie. Et aujourd'hui, ça n'est pas seulement une question de questionnaire, c'est vraiment une question scientifique. Voilà, le chien nous fait du bien. Je passe sur toute l'étendue donc, des publications qui étayent ces bienfaits, aussi bien pour l'enfant, pour le développement affectif, pour le développement cognitif, pour les familles, pour les activités sportives, pour les activités récréatives, pour les personnes âgées isolées. C'est parfois le dernier rempart avant la solitude. On pourrait en parler, des initiatives au niveau des EHPAD, où j'ai vu moi des gens obligés d'abandonner leur chien avant de rentrer en EHPAD. Bon, ça c'est des choses qu'on devrait plus voir dans un pays moderne qui se dit progressiste. Comme je vous disais, la problématique du chien, elle est très à part parce que c'est vraiment une espèce, c'est la seule espèce que les gens ont véritablement envie d'avoir avec eux et donc de vivre avec eux. On ne possède pas seulement un chien, on vit avec un chien. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui et de rapports qui montrent à quel point les gens veulent avoir le chien avec eux et pouvoir les transporter. Alors le problème des transports est un problème extrêmement aigu puisque ça ne freine pas l'acquisition, mais ça peut générer en revanche des abandons. On voit bien les pics d'abandon au moment de l'été. Les chiens sont relativement peu admis dans un certain nombre de transports publics. Bien sûr, les bus, les métros, etc. Mais les trains et l'avion, n'en parlons pas, ils sont extrêmement mal accueillis, alors qu'on pourrait très bien concevoir un accueil de meilleure qualité. Là aussi, il existe de nombreux rapports au travail où il est montré que les équipes s'entendent mieux, il y a un meilleur dialogue, il y a plus d'empathie, il y a même une augmentation de la productivité au travail. Bref, il est très facile d'imaginer là aussi qu'on pourrait changer les choses, peut-être par la législation et peut-être aussi, c'est déjà le cas sans doute, par des initiatives individuelles. Aujourd'hui, le chien, il a cela de formidable, c'est qu'il a colonisé toutes les couches de la société, il est rentré dans toutes les familles. On le voit pour nous, professionnels, soignants, vétérinaires. On a des gens absolument de toutes les couches sociales, de tous les profils socio-professionnels. Il a su séduire en particulier tous les profils culturels. Depuis très longtemps, évidemment, pas un président français n'a échappé à la règle, un chien à l'Élysée. Et nous, Français, qui sommes soi-disant sous la réputation d'aimer les chiens, eh bien, on va voir qu'effectivement, le chien est relativement partout. Je vous passerai évidemment les choses que vous connaissez déjà sur les chiens qui sont très utiles pour tout un tas de situations, en particulier donc le chien aidant pour les personnes fragiles, les personnes vulnérables. Dans certains pays, on peut transporter son chien de manière plus facile comme aidant psychologique. Tout le pan de la médiation animale commence à se développer dans notre pays, mais c'est souvent à l'initiative de structures associatives, et nous pensons qu'il serait bon de pouvoir légiférer pour permettre, là encore, à des chiens de pouvoir accompagner les soins, qu'ils soient des soins physiques ou des soins psychologiques, dans bon nombre de la population. Le chien est aussi reconnu comme étant très utile dans de nombreux domaines. Et c'est vrai qu'un client me faisait la réflexion récemment, comment se fait-il que l'on soit autant en admiration, puisqu'on a finalement glorifié tous ces chiens qui ont été extrêmement utiles dans de nombreux travaux de surveillance ou contre le terrorisme. On rend hommage à tous ces malinois de travail, mais aujourd'hui, par rapport aux refuges dont on parlait, il y a une hémorragie de malinois dans les refuges. Donc voilà, le contraste français est bien là encore, et il nous semble utile de pouvoir légiférer là-dessus. Je vous passe sur la littérature abondante sur la relation humain-chien.
qui permet aussi, là encore, de se dire que finalement, ça a fait couler beaucoup d'encre. Et aujourd'hui, on est dans une situation où le chien, finalement, a une image positive. Alors, il a une image positive, mais voilà l'envers du décor. Alors, l'envers du décor, il est beaucoup moins reluisant. On vient de vous en parler juste avant moi. Nous sommes champions de l'abandon, et on le voit bien, on nous a... c'est moi qui marche sur le fil. On nous a bassinés avec ces adoptions pendant le télétravail, où finalement c'était formidable, sauf qu'un an après, on a eu un regain d'abandon. Donc vous voyez que finalement, l'après-Covid, c'est l'avant-empire. Donc évidemment, il faut là aussi remédier à ça. Il y a beaucoup de maltraitance dans différents niveaux. On va le voir en élevage, en éducation, chez les particuliers. La loi qui a été votée donc, va évidemment donner un coup d'arrêt à la maltraitance qui a été faite dans les usines à chiots qui alimentaient les animaleries. On sait aujourd'hui néanmoins que c'est 3 à 5% des acquisitions, donc ça ne va pas résoudre tous les problèmes. La plupart des chiens, vous savez, qui rentrent dans des refuges qui viennent de fourrière ne sont pas identifiés lorsqu'on les questionne. Donc où naissent-ils? Aujourd'hui, il y a une véritable nébuleuse de la production du chiot, et là aussi, il y a énormément de maltraitance. Alors, je voudrais insister sur cette maltraitance qui n'est pas très connue. Bien sûr, on a parlé des sévices, on a parlé tout à l'heure de la violence et d'un certain nombre d'actes de torture sur les animaux. Nous, en tant que vétérinaires comportementalistes, on est amenés à avoir devant nous des gens qui viennent nous voir pour des problèmes de comportement. Et dans la plupart des cas, on est amené à leur dire que finalement l'environnement du chien est totalement inadapté au chien, que le chien, lui, il est totalement normal. Les gens n'ont pas conscience de maltraiter. Les gens laissent leur chien seul 12 heures par jour. Quand on sait que toutes les études scientifiques montrent que le stress maximum, et en particulier les études expérimentales sur le stress, montrent que c'est l'isolement qui provoque les plus hauts niveaux de stress, bien plus haut finalement que les colliers électriques ou autres outils de torture. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir cette passivité qu'on a devant une obligation qui est une obligation du propriétaire de satisfaire aux besoins fondamentaux et satisfaire aux besoins éthologiques. Nous espérons fortement que dans l'attestation de connaissances, il y ait dedans une véritable formation sur les besoins du chien et sur leur langage. Donc cette maltraitance que nous qualifions d'ordinaire, qui est relativement peu visible, nécessite évidemment une vraie séance de formation et pas seulement un engagement et une charte de bonne conduite que les gens vont signer lorsqu'ils vont acquérir un chien. Ils sont tous prêts à être gentils avec, et puis quelques mois après, c'est la catastrophe. Alors là, dans les centres de dressage et d'éducation, je pense que là, on pourrait en parler des heures. Là, on touche le fond. On touche le fond de la maltraitance qui n'est pas ordinaire, pour le coup, qui est vraiment ce qu'il y a de pire. Et je pense qu'il faut, nous pensons qu'il faut vraiment en parler, et qu'il va falloir que le prochain gouvernement s'empare sérieusement de la question. Il est inadmissible aujourd'hui qu'il y ait aussi peu de sanctions, que les gens qui sont un peu sanctionnés puissent renaître de leurs cendres très rapidement sous un autre nom. Et nous demandons là fortement à tous les décideurs politiques de prendre la question à bras-le-corps et de réaliser la souffrance de ces animaux. Dans ces centres, c'est toujours les vieilles méthodes, bien sûr, de violence, de pouvoir, de subordination, de soumission, avec les vieux concepts hiérarchie-dominance qui sont appliqués avec énormément de violence. On casse du chien, on massacre les chiens. Des centaines de milliers de chiens sont massacrés. Quand nous on les voit, que les propriétaires ont réalisé que au début ils sont un peu médusés devant ces gens qui se disent professionnels, et puis quand au bout d'un an le chien est massacré, ils viennent nous voir, et là il est bien souvent trop tard. Donc voilà, il y a eu quelques jugements, mais qui sont extrêmement laxistes. Nous trouvons que la justice ne sert pas la cause animale suffisamment. Je vous passe sur les combats de chiens qui existent toujours, bien sûr.
Alors, au final, toute cette maltraitance, elle a créé ce qu'on appelle, nous, un contexte de peur sociale, sociétale du chien. C'est-à-dire que si on réfléchit bien, depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, depuis la loi chien dangereux en particulier, un peu plus de 10 ans avec le permis de détention, il y a toute une problématique du chien, où je vous disais tout à l'heure, pour les pouvoirs publics, il y a véritablement danger. On a redécouvert que les chiens pouvaient être dangereux et finalement, les chiens deviennent des objets de danger, deviennent des armes par destination, et ça a entretenu, et je crois que ça a véritablement créé une culture de la peur du chien. Nous pensons aujourd'hui qu'il y a tout un pan de la société, et en particulier parmi les enfants, les jeunes, qui ont peur des chiens. C'est une évolution sociétale qui est extrêmement délétère. C'est un glissement de terrain vers une nouvelle société qui a réellement peur des chiens. Résultat, que se passe-t-il ? Les politiques publiques, et en particulier les municipalités et les lois, ont finalement répondu à cette peur, à ces morsures. On a découvert qu'il y avait plusieurs centaines de milliers de morsures, qu'il y a des enfants défigurés chaque année, qu'il y a des gens qui sont définitivement et psychologiquement abîmés. On y a répondu par des mesures encore plus coercitives, avec beaucoup plus d'interdits, des interdits qui aggravent les comportements. C'est-à-dire que là, on est sur une chape de plomb, donc on est en train de mettre un couvercle avec de la pression sur une cocotte minute qui est en train d'exploser au lieu de retirer le feu qui est en dessous. Et résultat, eh bien, on n'a aucun, aucun résultat. Aucun résultat, et résultat, c'est qu'on a de plus en plus une scission des pros et des anti-chiens. On a stigmatisé des races, on a entretenu la peur des chiens, on a créé cette scission sociétale, et ceux qui ont payé le prix fort sont les chiens qui ont été euthanasiés par centaines de milliers. Alors que faut-il faire ? Nous pensons qu'il faut se référer au texte, au rapport, à la science, aux publications. Un rapport qui avait été donc commandé par l'ancien ministre de l'Agriculture à notre confrère Loïc Dombreval, député, qui l'avait donc mené à bien. Et puis il y a eu ensuite le rapport de l'ANSES qui est paru à la fin de l'année dernière, qui parle plus particulièrement des causes de morsure et qui véritablement, et nous pensons définitivement, a affirmé clairement qu'il ne faut pas prendre le problème de morsure par le prisme de la race et de la morphologie. Je crois qu'on ne s'en sortira pas si on ne commence pas par prendre le prisme des morsures autrement, par une vision, un angle d'attaque qui soit véritablement celui de la prévention, de la socialisation, de l'éducation bienveillante et d'une connaissance scientifique générale du chien, de ses besoins, de son langage et bien sûr de la responsabilité de l'humain qui va avec. Nous pensons qu'il faut que les politiques locales, et à l'initiative de certaines communes, il y en a qui ont créé des excellentes initiatives, évidemment, puisqu'il y a même un palmarès des villes les plus dog-friendly, et on s'aperçoit d'ailleurs que dans ces villes, il n'y a pas plus de problèmes, bien évidemment, et donc c'est pas en écartant les villes, en écartant les chiens des villes, excusez-moi, qu'on résout les problèmes de chiens en ville. Un futur meilleur, c'est d'abord repenser la ville, repenser les villes. Non, les chiens ne doivent pas quitter les villes, les chiens ne doivent pas uniquement être dans des jardins à la campagne. Nous pensons qu'il peut y avoir des espaces verts, de toute façon ça va avec le sens de l'histoire, le sens de l'écologie, la végétalisation des villes, avec des espaces bien signalisés, une signalétique très claire qui permettrait aux gens de se rencontrer. On sait aussi que le chien, c'est un lien social entre les humains qui est extrêmement important dans les villes. Beaucoup d'initiatives ont été faites et nous proposons évidemment qu'il y ait quasiment une obligation de parc dans chaque grande agglomération, à la mesure évidemment de la densité de population, avec des espaces de détente et des espaces de socialisation.
Il y a eu effectivement des initiatives dont je vous parlais, qui sont en particulier une initiative du Grand Lyon, de l'animalité en ville, dont je vous montre là les images, avec des balades canines urbaines qui ont été organisées, avec beaucoup de respect, de citoyenneté, de cohésion, de lien social, et bien sûr un partage de l'espace public et un vivre ensemble qui débouche très très souvent sur une meilleure cohabitation, moins de problèmes de comportement, moins de problèmes de stress, moins de nuisances des animaux qui sont ensuite laissés seuls dans les appartements, et là on est sur une pente qui est la bonne pente et non pas sur le cercle vicieux dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut beaucoup de pédagogie, il y a des initiatives là aussi qui commencent à voir le jour sur les enfants, qui sont bien sûr les enfants d'aujourd'hui, sont les adultes de demain, et là aussi nous attendons des pouvoirs publics des mesures fortes pour véritablement ancrer l'éthique animale et la connaissance qui va déboucher sur de l'empathie, et là encore, puisque ça a été voté, nous attendons les décrets pour bien mettre en place un contenu. Le contenu pédagogique doit évidemment être qualitatif. Donc nous proposons un certain nombre de mesures et nous voulons nous engager à proposer aux décideurs politiques et donc à vous, parlementaires, ministres, candidats, etc., 10 propositions que nous considérons comme ambitieuses mais réalistes, dont le coût non seulement est quasiment nul, mais qui, nous le pensons, nous en sommes persuadés, va créer des emplois, va en créer énormément, car il y a énormément de jeunes qui sont prêts à s'engager dans, non pas la protection animale, mais dans simplement le monde animal, avec tout ce que cela comporte. Il y a des pays où lorsque l'on acquiert un chien, un peu comme quand on va inscrire son bébé à la crèche, eh bien on va immédiatement inscrire son chien à un centre de loisirs, à une sorte de crèche, à des promenades, à des associations qui vont créer des activités récréatives. Nous pensons qu'il y a plusieurs métiers à créer en fait. Donc parmi ces 10 propositions, la première, c'est bien évidemment, vous l'aurez compris, abroger cette loi dans son volet, en particulier de la discrimination raciale. Ce n'est certainement pas comme ça qu'on va avancer. Nous pensons qu'il faut des évaluations comportementales dans un certain nombre de cas, pas forcément pour tout le monde, mais en particulier après morsure, à condition qu'il y ait eu évidemment de la prévention avant, et là c'est le point numéro 3. On vous en a parlé tout à l'heure, je ne vous le redéveloppe pas parce que nous sommes d'accord avec les associations précédentes qui en ont parlé. Il faut un contenu qualitatif de cette attestation de connaissance. Nous pensons qu'il faut que ce soit effectivement en ligne, qu'il y ait une véritable, je dirais, production multimédia qui dure un certain temps et qui va vraiment bien présenter les choses. Nous pensons que pour les gens qui n'ont pas Internet, ils devraient pouvoir se rendre dans leur mairie pour le faire. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait un véritable quiz qui permette de sélectionner et là encore que le contenu soit bien détaillé. Isabelle, est-ce que je peux te conclure en une minute ? Oui, une minute, tout à fait. Je précise que dans le petit livret que vous avez dans la pochette que vous avez donnée, vous avez tout qui est récapitulé. Voilà. Voilà. Donc j'insisterai simplement sur la filière pour nous de l'éducation canine, puisque s'il y a le volet des adoptants, il y a le volet des professionnels. Et là, nous pensons que comme pour le métier d'ASV, il faut redéfinir précisément les missions, les compétences, garantir un niveau de compétence, prévoir de réorganiser cette filière avec des échelons, des diplômes et véritablement une commission nationale. Donc je voudrais insister sur ces 2 axes, l'attestation de connaissances dont le contenu doit être qualitatif et l'organisation de la filière de l'éducation canine en créant un véritable cursus, là aussi qualitatif. Merci.